bonjour et merci de votre fidélité à Télécongo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Aujourd'hui, sur le plateau de Cultura, James Gassongo qui nous arrive avec un roman Tuez-le nous, le couloir de la mort. Bonjour James. Bonjour, monsieur Sauf Gérard Ngoma. Merci donc de répondre à cette invitation de Cultura et j'ai mentionné tout à l'heure que vous arrivez sur le plateau de Cultura avec Tuez-le nous, le couloir de la mort, un roman que vous avez publié aux éditions Saint-Honoré en France. Et il faut dire un roman qui, depuis un moment, rencontre, n'est-ce pas, un franc succès dans son bon nombre de chemins. Et donc, merci de répondre à l'invitation de Cultura. Et pour édifier nos amis téléspectateurs, mon cher ami James, je dirais ceci donc sur vous, que vous avez fait vos études au Congo. Vous avez obtenu, n'est-ce pas, votre baccalauréat B, série B, économie, avant de vous rendre en Europe et plus précisément en France. Et après une formation en comptabilité en France et comptabilité anglo-saxonne en Angleterre, vous avez débuté votre carrière dans le cadre comptable bilingue anglo-français à Londres. Et financier comptable bilingue, vous avez occupé des fonctions de comptable, chef comptable et manager dans plusieurs structures en Angleterre. Et c'est en 2002, n'est-ce pas, que vous avez décidé de quitter toutes ces fonctions pour revenir au Bercail, rentrer au Bercail et pour vous rendre utile, il faut le dire. Et donc depuis un moment, vous êtes, n'est-ce pas, ici et dans tous vos mouvements et dans, il faut dire, dans beaucoup de choses, n'est-ce pas, vous mettez, mais aujourd'hui je vous reçois en qualité de romancier, en qualité d'auteur, puisque vous avez commis, n'est-ce pas, Tuez-le nous, le couloir de la mort, j'ai mentionné, paru aux éditions Saint-Honoré. Et cher ami, juste pour lire l'incipit, je dirais ceci, nous étions dimanche, mon jour de repos hebdomadaire, au petit matin, après des inondations d'une ampleur exceptionnelle, comme si l'heure du pardon avait sonné, la nature s'était résolue à nous faire cadeau d'un temps magnifique. La valse des nuages sombres bleu marine gris avait disparu. Courtisé, le ciel redevenu bleu clair et blanc laissait la percée des rayons solaires illuminer notre espace. Les orages ainsi que leurs acolytes s'étaient finalement terrés quelque part dans ce cosmos, et ceci pour une durée non maîtrisée ou connue de nous. Je m'arrêterai là, n'est-ce pas? Vous démarrez votre roman, James Gassongo, dans cette description, n'est-ce pas, du climat, dans cette description, il faut dire, de l'environnement. Et lorsqu'on lira ces romans, en comprenant en même temps que vous êtes un grand environnementaliste, il faut le dire, n'est-ce pas? Vous avez ce grand souci de notre environnement, de notre environnement immédiat. Et le roman s'ouvre également sur cette pollution de la terre, la pollution de l'environnement. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais que vous faites un grand souci sur l'environnement. Tuez-le nous, le couloir de la mort. James Gassongo. Oui, Tuez-le nous est un roman de 325 pages qui a été publié en France. Comme vous avez su le dire, qu'il a un succès depuis un moment. J'ai été convié il y a quelques jours de cela pour aller recevoir mes droits d'auteur. J'étais très content de percevoir pour la première fois. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. C'est très rarement qu'on a des nouvelles de ce genre. Oui. Et j'étais d'ailleurs très surpris parce que, comme vous le savez, comme vous l'avez mentionné, je suis financier comptable. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas un homme de lettres. Et je le deviens parce que, évidemment, l'envie d'écrire m'a poussé à prendre mon stylo pour essayer de griffonner sur des pages blanches, pour essayer d'entacher les pages et pour raconter quelque chose et faire valser les mots. Ok. Alors, il faut dire que vous êtes là dans une peinture sociale, une peinture de notre société, de la société, n'est-ce pas, de beaucoup de sociétés africaines, il faut le dire, une critique sociale, non seulement une peinture, mais une critique sociale, et où nous avons Ekela comme personnage principal, et où nous avons également, il faut dire, le cadre géographique qui est le vôtre ici, Mazamongwa, on sait que c'est un pays situé quelque part, n'est-ce pas, dans l'Afrique. Et on a des noms quand même qui nous rappellent beaucoup de choses, mais Ekela, qui, d'entrée de jeu, il faut dire, nous met dans une ambiance de veillée, mais que vous appelez, n'est-ce pas, veillée carnaval, veillée festival, ou à l'image un peu de ce que faisait le grand musicien Louamo Makiadi, on essaie un peu de peindre
sinon tout ce qui se passe dans les veillées qui sont devenus des lieux de rencontre, des lieux de fête, des lieux de rendez-vous amoureux et tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Oui, c'est vrai que dans ce roman, il faut dire qu'il y a plusieurs tableaux. Une fois qu'on commence le roman, on se rend compte que c'est un bon pèlerinage. En dehors de l'aspect de pèlerinage, moi je parlerai d'une visite de galerie, puisqu'il y a plusieurs tableaux à l'intérieur. Oui. Évidemment, parmi ces tableaux, il y a la veillée. Il y a deux veillées dans ce roman. Le narrateur, Ekela, nous parle de la première veillée, et par la suite, il parlera d'une deuxième veillée. Et donc, ça tourne autour de ces deux veillées. Et entre les deux veillées, il y a plusieurs tableaux qui sont cités dans ce roman. Et évidemment, comme vous l'avez mentionné, dans ces veillées, on y retrouve une certaine ambiance. Et malheureusement, comme c'est dit dans certaines pages, l'aspect de recueillement, l'aspect de la tristesse est en train de perdre sa place. C'est plutôt le côté festif qui prend de l'ampleur. Et malheureusement, ceux qui veulent vraiment se recueillir se retrouvent dans des situations parfois difficiles. C'est vrai que j'ai choisi la veillée, mais dans ce roman, il n'y a pas que la veillée. Il y a des veillées, c'est vrai, mais après, il y a le voyage. Il y a le voyage. Oui. Il y a d'autres tableaux qui sont peints, et moi je reviendrai sur le tableau sur Koudia, qui a un très beau dialogue avec Ekela, et là, les deux communiquent, parlent de la société. Mais il y a une notion qui revient le plus souvent, qui est cette notion qui est mise en exergue actuellement, c'est la notion de la résilience. Notion de la résilience. Et lorsqu'on on lit ce roman, bien que l'on commence par l'environnement, on arrive à la veillée, mais après il y a des dialogues qui parlent de la société, qui parlent aussi bien des problèmes, vous avez su le dire, de la société. Et des problèmes sociétaux, bien sûr. Voilà, on demeure dans la société. On demeure dans la société, en fait. Oui, voilà. C'est des problèmes de la société. Et puis bon, en tout cas, à toutes les étapes, je pense que toutes les 20 pages, on a un tableau qui est peint. Et lorsqu'on prend le temps d'y rester, de méditer dessus, on a un enseignement qui est transmis, on a quelque chose qui est dit. En tout cas, je pense que le narrateur a fait un travail de façon qu'il puisse nous permettre de voyager aussi bien dans le temps que dans l'espace. Oui. Alors, comme on dit, généralement, à côté de la fiction, il y a une part, n'est-ce pas, il y a un pourcentage quand même de ce que l'on vit, et tout comme également l'on dit, rien n'est ex nihilo. Donc on sait que quelque part, le narrateur, en fait c'est pour le narrateur et qu'il a une façon de se dégueuler, une façon de dire certaines choses, n'est-ce pas, qui commence un peu à déborder dans sa société. Et voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de la peinture, n'est-ce pas, que vous faites de l'environnement, n'est-ce pas. Ces tableaux, vous parlez en termes de tableaux, mais un tableau ne donne que de la peinture. Et donc, nous parlerons donc en termes de peinture qui rend compte de la société réelle dans laquelle vit Ekela, dans laquelle vit Koudia. Et on sait que le cadre géographique, nous l'avons mentionné, c'est Mazamungwa. Le cadre géographique, oui. C'est un pays imaginaire. Oui. Et il y a deux villes en réalité. Oui. Il y a la ville de Mazamungwa, mais il y a une autre ville, Ebale. Oui. Et le pays, c'est la République fédérale Bibale. Et donc, la scène se passe dans les deux villes. Donc, il y a la première ville, qui est la ville Mazamungwa, où il y aura la première veillée. Ensuite, Ekela va se déporter, il ira vers la ville de Ebale pour la deuxième veillée, la seconde veillée. Et évidemment, c'est au cours de la seconde veillée qu'il y aura des problèmes. Et ça sera vraiment le cœur du roman. Alors, moi, je m'en tiens un peu à certaines réflexions qui sont menées par le biais de méditation, n'est-ce pas, de la méditation, par Ekela, où il y a la réflexion sur la vie, il y a la réflexion sur la mort, il y a la réflexion sur la veillée, et la veillée, n'est-ce pas, la mort où il parle finalement de ce divorce. Hein, j'ai bien aimé cette expression de divorce finalement du corps et de l'âme, et finalement qui nous décrit, qui nous peint très bien. Ces trois réflexions occupent quand même une bonne page, enfin un bon nombre de pages quand même. Alors, que représente la mort pour James Gasongo?
Il faut quand même dire qu'il y a vraiment... Hein, j'aime bien une citation qui dit on ne sait d'où l'on vient, on ne sait où l'on va. oui. Évidemment, il parle de ce moment, de cette vie, parce qu'il est difficile pour l'homme de parler avant la naissance, comme il est difficile de parler d'après la naissance. Il est vrai que les enseignements spirituels, il est vrai que la connaissance de l'homme permet de nous décrire parfois ce qui se passe après la vie, donc une fois qu'on est mort, mais pour l'homme, réellement, pendant le temps qu'il vit, il lui est difficile parfois de parler avant la naissance. Bien que l'on parle de la réincarnation, bien que l'on parle de la transformation de l'homme, bien que l'on parle des esprits capables de révéler ce que l'on était avant, mais pour l'homme qui vit, pour l'homme anodin, pour tous ceux qui sont là, qui vivent cette vie de tous les jours, il leur est parfois vraiment, réellement difficile. Lorsque vous parlez, vous me posez la question en tant que James Gasongo, mais en réalité, moi, je vous parlerai en tant que Ekela, parce que j'ai lu le roman, comme je l'ai dit, je m'arrêterai à Ekela. Ekela il parle souvent de la parenthèse de la vie, qui est cette parenthèse fermée à droite, qui est la naissance, et fermée à gauche, qui est la gauche plutôt, qui est la naissance, à droite, qui est la mort. Et entre les deux, il y a la vie. Il y a la vie. Et l'homme est capable de parler de sa vie. L'homme est capable de méditer sur sa vie. Mais l'homme, il lui est difficile de parler de la vie après de la mort, qui est la vie après la mort. Alors, mon cher James Gasongo, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait que vous prendrez comme ça à tout hasard et vous nous en ferez un commentaire à la fin. Je prendrai l'extrait de la page 100. La page 100, oui. La page 100. 100 net, hein? Oui, 100. Voilà, 100. Voilà. Dans certains grands palaces du monde, remplis d'or et de trésors, il y a des femmes et des hommes malheureux, tourmentés ou rangés par le vide, la solitude, le chagrin, l'absence de certains êtres, le manque de réalisme, de discernement ou autre chose. Appuie-toi sur les deux principes importants de la vie. L'un qui te demande de faire bon usage de la rigueur et l'autre, la miséricorde, de l'indulgence. Les deux nous permettent de ne pas trop nous éloigner de l'équilibre symbolisé par la balance. Si possible, cherche à être et à demeurer un homme de paix, humble, équilibré, bon, friand de l'équité et de la tempérance. Aspire à être un homme sage. Tu en as les qualités. Fais que règne la paix, l'harmonie, la cohésion et le bien-être dans nos cités. Ce n'est que dans un climat de paix et d'harmonie que les hommes prospèrent et créent une vraie richesse pérenne. Merci James Gasongo. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de cet extrait? Pourquoi le choix de cet extrait? Et tout simplement parce que le narrateur revient souvent sur la vie et la mort. La mort. Et il dit que et on sait que lorsqu'on lit un peu les pages qui précèdent, en fait c'est l'oncle, le bel oncle d'Ekela qui a dit, n'est-ce pas, ces choses avant de mourir, avant de... si ma mémoire est bonne, oui, si mes notes sont bonnes, oui. Il y a, évidemment, il y a ce dialogue entre l'oncle d'Ekela, le bel oncle d'Ekela et le bel oncle d'Ekela. Voilà. Et c'est un peu dans les recommandations, dans les conseils, un peu dans les conseils. Il y a deux choses. Voilà. Il y a les conseils avant la mort, oui. Donc avant qu'il ne meure, de M. Makuta, qui s'était permis de prendre le temps de parler à son neveu. Mais ce bel oncle était devenu tellement proche, à tel point que lorsqu'il part, et qu'elle a un peu désaxé. Et il est arrivé qu'au cours de cette période de la veillée, donc après juste l'enterrement, et qu'il va somnoler un jour, donc sur un banc, sur un fauteuil, et il va être pris. Et malheureusement, pendant qu'il dormait ou il se sentait dans un état second, et il avait comme l'impression d'écouter son bel oncle. Et à ce moment-là, il y a ce dialogue où il parle, et il parle de la vie. Il parle de la vie et il demande à Ekela de faire bon usage des métaux, de faire bon usage d'un certain nombre de choses. Et il transmet une certaine sagesse, une certaine connaissance de la vie. En réalité, lorsqu'on écoute ce passage, on se rend compte que cet homme, ce bel oncle qui avait
un impact, qui était quelqu'un de très proche avec Ella et qui avait des qualités, d'énormes qualités, mais il a aussi usé de ce temps pour transmettre, pour léguer à Ella une certaine forme de sagesse, ça veut dire l'apprentissage de la vie et des armes pour essayer de faire des grands pas dans la vie. Je suis revenu sur ce dialogue pour tout simplement dire qu'il est bon, il est nécessaire que les gens apprennent à vivre ensemble. Parce qu'en réalité, ce livre tourne autour de l'obscurantisme, de cette volonté de nuire ou de faire du mal aux autres, tout simplement parce qu'ils se sont démarqués. Voilà. D'accord. Alors, merci James Gassongo. Je rappelle que nous sommes avec James Gassongo sur le plateau de Cultura pour parler, n'est-ce pas, partager la quintessence de Tuer le nous, le couloir de la mort, un roman paru aux éditions Saint-Honoré. Alors, là, vous avez fait mention un peu de cet extrait, en fait, de ce rappel donc de bel-oncle Makuta à son neveu qui parle n'est-ce pas, de la vie. Et ici, c'est en fait les questions du bonheur, qu'il faut que le bonheur il faut dire le bonheur qui est vécu comme ici une substance qui n'est toujours pas, qui ne dépend pas toujours des autres. Mais en fait, le conseil, c'est qu'il faut le vivre de manière intrinsèque, de façon, n'est-ce pas, dont on perçoit les choses, puisqu'il est même évoqué, vous l'avez lu, James, qu'il y a des palais où finalement tout est malheur. Ce n'est pas le bonheur que l'on peut rêver, ce n'est pas le bonheur que l'on peut imaginer, et que finalement, les quatre murs, généralement, nous cachent beaucoup de réalité. Et c'est dans ce sens, si j'ose bien percevoir ce message de l'oncle Makuta, qu'il ne faut jamais, ne jamais envier, n'est-ce pas, l'autre, ne jamais convoiter toutes les apparences qui s'offrent à nous en réalité. Oui, il est vrai que lorsque l'on parle de l'obscurantisme, le plus souvent, il y a un point noir dans cette phrase, parce que pourquoi l'obscurantisme? Tout simplement parce qu'il y a d'autres qui envient les autres et qui se permettent d'agir d'une certaine façon, je ne dirais pas de façon rétrograde, mais je dirais plutôt qu'ils continuent à agir. C'est un suivisme aveuglé en réalité, oui, non? Oui, ils continuent à agir et ils font ce qui est un peu surprenant, parce que en réalité, les gens s'attendaient à ce que les frères, les sœurs, les amis vivent et recherchent à vivre dans l'harmonie et la paix. Oui. Et malheureusement, dans ce livre, on nous parle de la fracture qui existe entre frères à cause, tout simplement, de la jalousie ou de la haine qui arrive à un moment donné. Du bien matériel. Oui, on n'accepte pas l'ascension sociale de l'autre. Et donc, au cœur de ce livre, il y a ce volet, il y a cet aspect, le bonheur. Et malheureusement, le bonheur, c'est toujours cette question, pourquoi on n'est pas heureux, ou pourquoi on se sent heureux, alors que lorsque l'on regarde l'autre, on a parfois l'impression qu'il est heureux, plus heureux, et à ce moment-là, bon, c'est la haine qui gagne, c'est la jalousie qui gagne, et c'est de ça que l'on parle dans ce livre. C'est malheureusement ce tableau qui est peint à un moment donné où on se rend compte qu'il est difficile d'accepter le bonheur de l'autre. Et une fois qu'on ne le sent plus épanoui, à ce moment-là, c'est les autres, naît la jalousie, naît l'envie, naît... D'accord. Alors, là, vous avez évoqué un peu et tout à l'heure, je vous disais, je vous demandais pourquoi il y avait un peu cette force qui prend beaucoup, cette force, n'est-ce pas, de la mort qui prend beaucoup sur le personnage de Kela. Est-ce que vous avez une obsession un peu... À un moment, il y a aussi des auteurs ou des personnages un peu comme ça qui méditent beaucoup sur l'après, n'est-ce pas, l'après-vie sur Terre, ou sur la séparation, sur ce divorce que vous mentionnez, de l'âme et également du corps. Il faut quand même dire que, n'est-ce pas, que la méditation sur la mort prend une bonne part quand même. Je n'ai pas eu une réponse un peu, si j'insiste, si j'ose insister. Oui, je voudrais revenir, je vais essayer d'éclairer. Il y a ces forces qui se côtoient. Il y a souvent des choses, il y a souvent la mort et la vie. Oui. Il y a le dualisme un peu partout dans la vie, le bien et le mal, qui s'affrontent ou qui se côtoient. Oui. Et vous parlez beaucoup de l'accent qui est porté sur cette notion de la séparation de l'âme et de l'orgue et du corps.
Mais je pense qu'autour du roman, il n'y a pas que cet aspect. Il y a aussi la vie. Et Naturellement, lorsqu'on lit, oui, bien sûr. on lit Bien sûr. Koudia, Ouais. Il y a deux, les deux il y a qui se Koudia, pointent. Oui. Koudia Ouais. parle de la vie. De la vie. Il parle Et de il faut, profiter. enfin, voilà, il faut profiter. Profiter de C'est un la bon vie. viveur, n'est-ce pas? Faut vivre. Bon. Et Koudia démontre cette capacité d'essayer de mettre de côté les moments sombres de la vie pour essayer de profiter de la vie. Parce que c'est un don de Dieu, comme les autres disent. C'est un don de Dieu, vivre. Et lorsqu'on a la possibilité de vivre et d'être en bonne santé ou de jouir d'une bonne santé, bien à ce moment-là, il faut vivre. Il faut vivre sans pourtant abuser des biens de ce monde. Sans pourtant abuser de ce monde. Donc, si l'on parle de la mort, et c'est vrai, il y a une méditation sur la mort, mais il y a aussi d'autres tableaux, on parle aussi de la vie. On parle de la vie, on parle du mariage dans ce roman. On parle des noms, de la richesse africaine, de la fierté africaine. On parle de cette facilité que nous avons aujourd'hui de prendre les noms des autres et de les porter, et en rejetant les nôtres. Et vous avez un bon dialogue là-dedans qui parle du nom Ekela et celui de Tina, par exemple. Pourquoi avoir pris le nom de Kela ou pourquoi avoir pris le nom de Tina? Qu'est-ce que ça veut dire, Tina? Et donc, il y a la mort, c'est vrai, mais il y a aussi la vie. Et à côté de la vie, on ne peut pas passer sans mentionner quelque chose sur la mort. C'est vrai que le roman tourne autour de deux faits majeurs. C'est la mort. Parce que quand on parle de la veillée, il faut dire qu'également, le roman, n'est-ce pas, vous avez choisi ce prétexte de veiller pour lancer les grands échanges entre Ekela et Koudia. Donc, en fait, c'est aussi un prétexte que vous avez là. Et comme je disais, c'est en fait un cadre, c'est un lieu où se disent, où se font, où se passent beaucoup de choses. Donc, en même temps, c'est un moment où on pleure, mais c'est un moment également où les autres vivent. C'est exact. À l'intérieur du roman, c'est vrai que le narrateur a choisi l'éveillé. Oui. Alors, à la page 108, James, enfin, le narrateur de vous écrivez ceci. Je prends, à la veillée, à ma grande surprise, lui aussi fut déboussolé. Donc, cet homme parlait des noms, cet homme qui m'avait souvent parlé de la préparation et de l'acceptation du divorce du corps et de l'âme. On fait allusion déjà au bel oncle Makuta. À la veillée, à ma grande surprise, lui aussi fut déboussolé. Il se demandait comment et pourquoi la mort avait emporté sitôt Makuta, sans même un signe annonciateur. Il était sous le choc. Il se demandait comment il se faisait qu'il n'avait rien vu venir. La réponse me paraissait claire. La mort ne nous demande pas la permission. La parenthèse de vie se referme même sans prévenir. La mort, elle se plaît plutôt à nous surprendre ou à nous confondre. Les maladies graves, accidents, catastrophes sont les moments exceptionnels qui nous annoncent des fois, mais ne nous demandent pas la permission. Pendant un bon moment, se mirent à défiler en boucle dans mon esprit les scènes et images marquantes de l'enterrement. Je m'arrête là, James. Oui, moi je poursuivrai sur l'autre passage qui dit « Dans ce pays, la mort naturelle n'existe pas. Que l'on soit jeune, que l'on soit une jeune une personne adulte, nos échecs personnels, accidents, maladies ou décès étaient toujours occasionnés par quelqu'un, un assassin, un comploteur, un sorcier, le démon qui devait se trouver quelque part. » Alors, James, un commentaire. Le commentaire sur ce passage, c'est vrai que là, on parle de quelqu'un qui regarde, qui est à côté de Kela. C'est Lilala, en fait. Lilala, un ami proche de Makuta, qui déplore que Makuta soit parti, sans pourtant être dans un état qui pouvait convaincre ou qui pouvait laisser comprendre que c'était ces dernières heures qu'il vivait. Donc ils ont été un peu surpris. Et il a été déboussolé parce qu'il se disait, au regard de sa connaissance spirituelle, au regard de ce qu'il représente aujourd'hui, il est capable de déchiffrer, de voir et de comprendre que lorsque quelqu'un est prêt à partir ou lorsque quelqu'un quitte la terre des hommes, lui, il peut percevoir, il peut comprendre. Donc dans son petit entourage, il est capable de voir et de comprendre et de prévoir les choses. Mais malheureusement pour lui, la mort l'a démontré que personne n'est en mesure de contrôler.
et que la vie sur Terre, l'homme n'est pas à mesure de contrôler et de tout comprendre et de tout voir et de tout prévoir. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui se feront sans que l'homme prépare. Nous pouvons écrire le passé, nous pouvons écrire une partie du présent, nous ne pouvons pas tout écrire, nous ne pouvons pas écrire le futur. Alors, tout à l'heure, vous parlez en termes de tableau, en termes de peinture, et moi j'insiste un peu sur la méditation, sur les réflexions, n'est-ce pas, que nous présente chaque tableau. Et il y a un bon passage où, finalement, Ekela prend un temps, n'est-ce pas, de penser à lui, de regarder autour de lui, donc de scruter en fait l'environnement, n'est-ce pas, dans lequel il est noyé. Il est dans une chambre d'hôtel pendant 3 semaines et il ne s'est jamais aperçu, n'est-ce pas, de toute la richesse qui l'entoure, de toute la beauté, n'est-ce pas, la magnificence, n'est-ce pas, de la beauté qui l'entoure. Et c'est un moment où il se remet à lui-même et il commence à scruter cet environnement et s'aperçoit que dans sa chambre, il y a des sculptures qui sont là, n'est-ce pas, des objets d'art dont il n'a jamais apprécié la beauté. Et c'est à ce moment qu'il s'aperçoit qu'il y a, donc c'est très joli, n'est-ce pas, c'est très beau, cette sculpture, il faut dire, et qu'il commence à nous parler du succès, il commence à nous parler des artistes inconnus, et là s'offre à nous une très belle réflexion, une très belle méditation, n'est-ce pas, sur le succès, mais surtout sur les artistes, la vie des artistes, mais surtout ceux qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes, mais qui sont restés, n'est-ce pas, qui sont restés dans l'ombre, parce que on a porté des projecteurs sur d'autres que l'on a estimés plus talentueux que les autres. Alors, ça, j'ai bien aimé ce passage, cette réflexion que vous menez là sur la vie artistique. James Gasongo. Oui, c'est vrai que le narrateur, à un moment donné, revient sur cet aspect des choses et que l'homme est souvent influencé. Influencé ou broyé par le quotidien, à tel point qu'il a parfois du mal à méditer et à regarder ou à observer ce qu'il a autour de lui. Dans cette méditation, dans ce passage, évidemment, et qu'il parle de la méditation et de ce qui nous arrive le plus souvent. Et au-delà des aspects où il se rend compte qu'il n'avait jamais vu, il parle d'autre chose aussi. Il dit, malheureusement, le plus souvent, nous faisons parfois attention lorsque nous faisons attention et prêtons attention à quelque chose lorsqu'on nous demande de le faire. Nous apprécions certaines choses parce qu'on nous a dit que c'était des choses de grande valeur, alors que ce n'est pas forcément notre point de vue. Ceux qui ont fait des galeries, parfois, ils sont restés dubitatifs. Et je regardais un théâtre, on disait, on est surpris de voir parfois un pinceau sur une page blanche et on te dit que c'est une très belle peinture. Alors qu'il y a d'autres qui se disent qu'il y a d'autres qui ont pris le temps de dessiner, de faire des bonnes choses. Malheureusement, ils ne sont pas reconnus. Dans ce passage, et qui là nous emmène sur la méditation, encore une fois de plus, dans la méditation sur ce tableau et sur notre attitude. En fait, il nous interpelle un peu sur notre attitude parce que l'homme, à un moment donné, se laisse influencer par son environnement, se laisse influencer par ce qu'il entend et ce qu'il voit. Et c'est comme certains disent aujourd'hui, lorsque les journaux télévisés matraquent sur un sujet, ça devient notre opinion, ça devient notre point de vue. Okay. Ce n'est pas toujours... Donc, il faut dire quelque part, c'est comme si notre opinion, notre façon de penser, notre façon de faire est toujours orientée, n'est-ce pas, par les autres. C'est cela qu'il faut retenir. Oui. Alors, James Gasongo, quelles a été finalement les vraies motivations qui vous ont conduit à commettre Tuer le nous? Je le dis souvent, lorsque l'on prend le temps d'écrire un livre, on est souvent inspiré par les faits ou par les rêves. Il y a deux choses. Il y a l'imaginaire ou il y a l'observation. Donc le regard sur la société ou l'imaginaire. Évidemment, dans ce livre, il y a les deux. Il y a cette envie de faire valser des mots, cette envie de décrire quelque chose, mais cette envie aussi de raconter un monde imaginaire. Est-ce que le public est convaincu que c'est toujours de l'imagination? Je ne sais pas. Mais enfin, il y a des choses que je pense qui ne sont pas toujours ce que j'ai vécu ou ce que je vois. Il y a aussi des choses que j'ai décrites qui sont des choses que j'imaginais. Voilà, merci. Et merci James Gasongo pour Tuer le nous, le couloir de la mort, un roman, comme je disais, qui est en train de rencontrer son bonhomme de succès, son bonhomme de chemin, n'est-ce pas? Et vous l'avez édité à Saint-Honoré, il faut dire aux éditions Saint-Honoré, un roman
et que je recommande aux amis téléspectateurs qui nous suivent. James Gassogo, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cultura. Merci, Sob Gérard. Merci beaucoup. Et voilà, à nos amis téléspectateurs, nous disons également merci une fois de plus pour votre fidélité. En tout cas, nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. Et en tout cas, très belle journée dans vos foyers respectifs. À samedi, 14h30. Merci.